Éric Zemmour, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter? Oula, alors, écoutez, j'ai 55 ans, je suis né en 1958. Euh, je dis ça parce que je pense que la date de naissance est devenue encore plus importante qu'avant. C'est-à-dire que je pense que par exemple avoir eu son enfance dans les années 60, ce n'est pas comme avoir eu son enfance dans les années 80. C'est plus la même France, et encore moins dans les années 2000. Je pense que du coup, on a une mémoire de ce qu'était la France et de ce qu'elle est devenue, qui est différente de ceux qui sont nés après 68, après les années 70, après les années 80. Ça, c'est une première chose. Alors bon, sinon, pour le reste, je viens d'une famille, comment on peut dire, de juifs d'Algérie, agrégés au peuple pied noir, qui est revenu en France dans les années 50-60, après, avec l'indépendance de l'Algérie, même si ma famille, plus précisément, était rentrée avant la date fatidique de l'indépendance. Ça aussi, je m'aperçois en vieillissant que c'est très formateur, c'est-à-dire que je pense que j'ai de plus en plus, par exemple, dans mon approche de la citoyenneté française, du patriotisme, les principes d'assimilation républicaine, nationale, etc. C'est tout à fait conforme à la tradition de ces juifs d'Algérie qui étaient tellement heureux de devenir français quand les armées françaises et la France est arrivée en Algérie. Voilà, donc c'est tout ça. Bon, maintenant, après, j'ai fait des études. Quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé la littérature, l'histoire, la politique. Enfin, c'était vraiment tout ce qui me plaisait. Le reste ne m'emballait pas. Et donc, j'ai fait, à l'époque, c'était évident, j'ai fait Sciences Po. J'ai même, puisque j'avais un peu le syndrome du bon élève, du fils à sa maman qui était toujours premier de la classe. J'ai même tenté l'ENA, j'ai eu l'écrit, j'ai raté l'oral. Ça m'amuse toujours parce que j'ai eu le malheur de dire ça dans les premiers portraits qui m'étaient consacrés, et depuis ça m'est ressorti comme un leitmotiv pour se moquer de moi, etc. Bon, voilà. Mais voilà, c'était entre je vois bien l'ENA aujourd'hui ce que ça signifiait pour moi, c'est-à-dire c'était l'excellence scolaire, deux, l'État, et donc l'État, l'histoire de France, de Richelieu à De Gaulle en passant par Napoléon. Voilà, tout ça a été assez clair. Et après, je suis rentré dans le journalisme un peu par hasard, parce que j'aimais écrire, parce que j'aimais la politique. Et donc très vite, Philippe Tesson, qui était le patron du quotidienne Paris, m'a repéré, m'a mis comme journaliste politique, où j'ai fait mes premières armes. Petit à petit, moi, ce que je voulais, c'était écrire des livres, écrire des essais, des romans, participer à cette vie intellectuelle qui me faisait rêver quand je lisais les romans de Balzac quand j'avais 14 ans, quoi. Et donc, et petit à petit, je suis rentré dans ça, quoi. Voilà, dans ce que je considère comme le journalisme à la française, c'est-à-dire un lien entre l'information, la politique, l'histoire et la littérature, et la polémique politique. C'est très français. Les autres, les anglo-saxons distinguent entre les faits, le commentaire et tout ça. Moi, je pense on a beaucoup reproché ça, mais moi, je pense que le génie français, c'est de tout mélanger, entre guillemets. Ça impose une culture assez considérable. Mais ça impose, c'est très juste, ça impose de toujours entretenir cette culture historique, littéraire. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce que n'ont plus les jeunes journalistes. Écrivain, journaliste, essayiste, homme de télévision, redoutable dans les débats. Est-ce qu'il y a une facette de votre personnalité intellectuelle qui est plus importante que les autres? L'écriture. L'écriture. Ouais. Moi, je me vois et je me vis d'abord comme écrivain. Ce que j'aime le plus, c'est malaxer le texte, vraiment le mettre à la fois dans le fond et dans la forme. J'y repasse beaucoup d'heures, je reprends des textes plusieurs fois avant que je ne les lâche. Et ça, j'adore ça. Alors j'ai découvert, parce que vous disiez redoutable débatteur, j'ai découvert le plaisir, oui, du débat télévisé, tardivement. Et c'est vrai que c'est assez excitant. Donc ça, c'est une autre facette que j'ai découvert moi-même, si j'ose dire. Ça a été une blessure pour vous de devoir quitter l'émission de Ruquier. Vous avez compris ce départ ou pas du tout?
Une blessure, c'est peut-être un grand mot. Vous avez été regretté, c'est clair, en tout cas. Écoutez, c'est flatteur. En tout cas, beaucoup de gens me le disent, c'est agréable. On ne va pas se plaindre d'être regretté. Après tout, peut-être qu'il m'a rendu service. Mais une blessure, c'est un grand mot. J'essaye de ne pas mettre d'affect, vous voyez, dans le professionnel. Hein, bon, voilà. Donc, il faut essayer de se protéger de ça. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça injuste. Bon, en plus les arguments, l'usure et tout, manifestement c'était faux, mais bon, après tout, si vous voulez, ce que je trouvais frustrant, c'est que dans cette émission, on avait réussi à imposer avec Nolo, je crois, il me semble, sans forfanterie, une vision nouvelle du chroniqueur. On était vraiment au cœur d'un débat idéologique, politique, culturel, avec des invités. Et d'ailleurs, Ruquier me faisait toujours la réflexion, bon, quand est-ce que c'est votre question? Et à chaque fois, je lui disais, mais il n'y a pas de question, c'est un débat. Je crois qu'on a créé ça, c'était intéressant. Et du coup, ça a changé complètement le rapport entre les invités et nous. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons qui explique notre renvoi, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'invités qui refusaient de venir à cause de moi. Donc à partir d'un certain moment, Catherine Barma et Laurent Ruquier ont dit, bon, ben, faut peut-être en tenir compte. On était un peu boycottés, surtout moi. Et bon, il y a eu d'autres raisons, hein, mais bon, bah voilà, donc c'était frustrant, mais j'ai parfois eu l'impression, dans ce rôle que vous aviez, qu'au fond, on vous reprochait de le prendre trop au sérieux. C'est-à-dire qu'on attendait peut-être des échanges parfaitement superficiels, absolument, des livres qui n'auraient pas été lus éventuellement, et une sorte de bienveillance systématique. Absolument, c'est très juste, c'est ça. C'est ça, on disait, mais pourquoi vous êtes si sérieux? Et même Nolo au début s'étonnait, s'amusait de mon côté volontaire idéologiquement. C'est-à-dire que je voulais marquer quelque chose, montrer des choses, démontrer, analyser. Et il se moquait en disant, ça c'est envoyé. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. Je prenais ça très au sérieux parce que pour moi, c'était très sérieux. Parce qu'en fait, et d'ailleurs j'ai lu depuis, mais au départ c'était pas volontaire, c'était ma nature. Bon. Et j'ai lu depuis qu'aux États-Unis, c'est assez commun, c'est-à-dire que la télévision est devenue le vrai lieu de débat idéologique et d'affrontement idéologique. Les chaînes se partagent selon leur ligne politique, le petit parti a une chasse à chaîne, etc. Et ont développé des arguments et une propagande dans le bon sens du terme politique à la télévision. Donc en fait, on faisait quelque chose qui existait depuis longtemps aux États-Unis, mais on ne le savait pas. Vous seriez prêt à débattre avec n'importe qui, ou est-ce que vous avez des réserves, des limites, des hostilités fondamentales? C'est une très bonne question. Qui vous empêcherait de dialoguer? Non, alors je pense que vous avez tous cette très bonne question. Je n'ai aucune limite. Je dialogue avec tout le monde. Il n'y a pas chez moi de limite, de liste noire. On n'est pas en guerre civile. Quand on sera en guerre civile, on en discutera. C'est le cas de le dire. Là, pour l'instant, moi j'estime que je peux discuter avec tout le monde. En général d'ailleurs, c'est jamais moi qui refuse. Les refus viennent des autres. On a encore eu, encore récemment, la députée qui écrit la proposition de loi pénalisant les clients des prostituées, Maud Olivier, la députée socialiste, qui devait venir à notre émission avec Nolo et qui a au dernier moment annulé pour ne pas débattre avec moi. C'est ce qu'elle a dit. Parce qu'elle a peur ou mais je ne sais pas. Je ne sais pas. On lui a pas. Voilà, officiellement, ce n'est pas correct de débattre avec moi. C'est fou. Moi, je n'ai jamais. Moi, vraiment, j'accepte toute confrontation. Je vais vous dire quelque chose. D'abord, parce que je trouve ça dérisoire. Qui je serais pour dire qu'à quelqu'un d'autre qui ne mérite pas de discuter avec moi? Je trouve ça une prétention folle. Et deuxièmement, je trouve ça très sectaire. Pourquoi moi j'aurais une vérité, la vérité, et que l'autre ne l'aurait pas? Je trouve que c'est quand même les limites de ce genre de raisonnement. Est-ce que ça n'est pas un statut très singulier qui est le vôtre? Parce qu'en général, on n'a pas peur des journalistes. Et profondément, il me semble que certains répugnent à vous rencontrer parce que vous dépassez un petit peu le statut de journaliste et que vous renvoyez une contradiction qui vous fait presque un partenaire à part entière de la vie intellectuelle et de la vie politique. Mais c'est ça que je voulais.
C'est ça qui m'intéressait. Si vous voulez, moi, poser des questions simplement ne me suffisait pas, ne m'intéressait pas. Quand j'étais journaliste politique, je vais faire une confidence, donc on était comme ça avec des hommes politiques, et au départ, il y avait beaucoup, vous savez, c'était avant les chaînes info, donc on n'était pas à 30 avec un homme politique, on discutait à 2 ou 3, voire en tête à tête. Et déjà, je faisais ça. C'est-à-dire que je ne posais pas de questions politiques, je débattais avec eux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, vous voyez, ce qu'il avait dans la tête, ce qu'il voulait, et puis après, moi, je faisais mon opinion, et donc je débattais avec lui, soit j'étais d'accord avec lui, soit je le contredisais, vous voyez, c'était ça. Et donc quand je suis arrivé à la télé, j'ai continué à faire ça. Alors évidemment, ça sortait des sentiers battus, les politiques n'ont pas accepté, je me souviens d'un affrontement terrible sur la loi, sur sa loi, Taubira m'a dit, mais faites-vous élire, après vous pourrez débattre avec moi. Vous voyez, et régulièrement, il y a des politiques qui disent, mais on ne pose pas de questions ici. Parce que vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais, j'en ai parlé avec eux et avec des communicants. En fait, quand ils vont faire des interviews classiques chez les autres, leurs communicants, ils savent les questions qui vont être posées, sans d'ailleurs que le journaliste ne leur donne, hein, c'est pas le problème. Mais on sait les questions qui sont en 10 minutes, un quart d'heure d'actualité, etc. Tout le monde le sait. Donc, ils préparent des réponses. Donc, ils ont des questions et ils ont leurs réponses. Tout est formaté. Moi, comme je ne pose pas de questions, ils ne peuvent pas préparer leurs réponses. Donc c'est très embêtant. Et ils savent qu'ils ne seront pas contredits la plupart du temps. Exactement. Mais au fond, vous avez des inconditionnels, des admirateurs. Éric Zemmour, j'en rencontre tous les jours. Il y en a même ici dans ce cabinet. Et en même temps, vous suscitez des haines incroyables. Inexpiables. Vous en avez conscience. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais est-il vrai, Éric Zemmour, qu'il y a quelques 2 ou 3 ans, un journaliste de Libération s'était permis de vous traiter d'étrange? Ah oui, bien sûr, Pierre Marcel. Et avez-vous eu une solidarité médiatique mais et tout le monde s'en fout. Comment vous avez vécu cette offense? Je vais vous dire quelque chose. J'ai vécu... Elle est considérable. Ah oui, oui. Elle est odieuse. Pour faire comme Taubira, on m'a sorti de l'espèce humaine. Non, mais vous savez, je vais vous dire. J'ai vécu là, il y a 3 ans, une frénésie. En fait, je prenais des insultes tous les jours, je lisais des papiers tous les jours sur moi, j'étais un monstre, j'étais raciste, xénophobe, misogyne, homophobe, enfin, j'étais une espèce de fils d'Hitler ressuscité. En fait, j'ai réussi à me préserver en me disant il ne parle pas de moi. C'est une technique qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Comment vous dire, espèce à la limite de la schizophrénie, vous voyez. Ils attaquent mon personnage public, mais ce n'est pas moi qu'ils attaquent. Vous savez, quand j'étais jeune journaliste politique, j'ai observé les grands politiques. Et ils fonctionnaient comme ça. Chirac était comme ça. Chirac, c'était extraordinaire. Il regardait, on le voyait, parce que j'ai écrit une biographie de Chirac. Chirac regardait Chirac faire son Chirac. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà. Et j'ai appris ça d'eux. Parce que sinon, c'est la mort. Vous vous rendez compte ce qu'ils prennent tous les jours. Donc, moi, quand j'ai connu ça, j'ai instinctivement repris leur méthode. Donc, quand Marcel écrit Éric Zemmour est un étron, on se dit, mais il ne parle pas de moi, en fait. Il parle d'Éric Zemmour. Vous voyez ce que je veux dire? Du personnage public, Éric Zemmour, mais pas de moi. Mais sinon, personne ne s'est élevé à l'époque. Pierre, on va parler sérieusement. L'indignation autour de Taubira est complètement fabriquée. C'est la phrase de Nietzsche, il n'y a pas plus menteur qu'un homme indigné, vous savez. C'est évident, tout ça est fabriqué. Taubira est trop intelligente pour ne pas savoir que personne ne la sort de l'espèce humaine. Tout ça est du baratin. C'est évident, c'est cousu de fil blanc. Il y a quelques imbéciles qui croient, oui, voilà. Et qui ont fait qu'on n'examine pas. Voilà, mais tout ça, putain, elle le sait très bien. Oui. Donc, est-ce qu'au-delà même des oppositions politiques, sociales, intellectuelles que vous pouvez susciter, il n'y a pas chez vous, Éric Zemmour, parfois une sorte d'assurance intellectuelle, voire de certitude d'être le meilleur, qui peut exaspérer, je dirais,
des auditeurs de bonne foi. Oui, Est-ce que vous avez conscience de donner parfois l'impression, non pas forcément de détenir la vérité, mais d'être persuadé qu'au fond l'échange avec vous est de toute manière annulé par votre propre intelligence? Il faudra se plaindre à ma mère, mais elle n'est plus là pour vous répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de sa faute tout ça. À force de me dire que j'étais le meilleur, j'ai fini par le croire. Plaisanterie mise à part, vous n'avez pas tort. Mais si vous voulez, quand je raisonne, je vais vous dire, je vais vous raconter une anecdote et vous allez comprendre. Un jour, vous savez que je suis fou de Napoléon, donc je lis tout ce qui traîne sur Napoléon. Un jour, Napoléon vient dire à Talleyrand, mais comment vous êtes aussi doué dans la conversation? Pourquoi vous êtes comme ça? Et Talleyrand dit, c'est très simple, je me tais pendant longtemps, et dès qu'il y a un sujet sur lequel je suis vraiment expert, là j'interviens et je prends la conversation à mon compte. Et ça m'a toujours frappé cette phrase, parce qu'en fait, je vais vous dire, vous avez cette impression-là, mais parce que je ne parle que de ce que je connais. Il y a des tas de sujets que je ne connais absolument pas, sur lesquels je suis ignorant. Dès qu'on aborde des sujets plus scientifiques, plus, vous voyez, des domaines médicaux, des choses comme ça, je me tais, mais vraiment, c'est fini, j'écoute, je ne fais qu'écouter, parce que là, je sais que je ne sais rien. Bon. Mais quand j'aime un sujet, l'histoire, la politique, etc., je travaille, je creuse, je réfléchis, je lis tout ce qu'on peut lire. Donc j'accumule, vous voyez, en plus j'ai plutôt une bonne mémoire depuis mon enfance, donc j'accumule et je trie. Quand j'ai fait ma religion, évidemment, vous avez raison, là je donne l'impression d'être un peu trop sûr de moi. Mais parce que je me dis, voilà, tu as avancé, t'as travaillé, tu as argumenté en prenant des choses réelles, concrètes, en même temps un peu l'histoire, etc. Et maintenant tu as ton raisonnement, donc il est cohérent. Vous voyez, c'est ça. Il est cohérent. Alors évidemment, en général d'ailleurs, c'est ce que m'avait dit Ruquier quand il m'avait annoncé mon départ, c'était, je me répète. Oui, je me répète parce que, évidemment, puisque c'est le problème de la cohérence, c'est qu'on se répète quand on est cohérent, sinon on peut changer d'avis quand on est incohérent, c'est plus amusant, mais c'est moins cohérent. Donc c'est ça, la réponse profonde à votre question, c'est ça. C'est que sur des tas de sujets, je ne sais rien, et je me tais. Et quand il y a un sujet sur lequel vraiment j'ai travaillé, et ben là, j'avance mes arguments. Mais je comprends, effectivement, vous avez raison, que ça agace. Non, mais je comprends, voilà. je comprends. Mais après tout, on peut me répondre. Bien sûr. Non, mais je veux dire, j'accepte tout à fait la confrontation. Et enfin, je crois accepter qu'on me démontre que j'ai tort. Dans les échanges médiatiques, intellectuels, historiques, est-ce que vous diriez que vous aimez convaincre, séduire, provoquer? Est-ce qu'il y a parfois chez vous un tel désir de provocation légitime que parfois vous êtes davantage gouverné par la capacité orale brillante dont vous disposez que par le fond même de la pensée? Alors, je vais vous étonner, et ne croyez pas du tout à de la fausse modestie. Je ne me trouve pas spécialement brillant oralement. Je me trouve meilleur à l'écrit. Je vous assure que ce n'est pas du tout de la fausse modestie. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour être meilleur à l'oral parce que je ne me trouvais pas très bon au début. Et c'est sincère ce que je vous dis. Et ensuite, ce n'est pas le souci de provoquer. Alors, provoquer au sens, oui, de faire réfléchir, de faire réagir, ça oui. Et j'emploie souvent des mots choisis pour provoquer. Ça, vous avez raison. Mais parce que je pense que c'est ça la bataille intellectuelle. Deuxièmement, je ne veux pas spécialement convaincre mon interlocuteur. Je veux convaincre les gens qui regardent. Mon interlocuteur, je sais bien que je ne vais pas le convaincre. Simplement, je veux séduire et convaincre les autres, les gens qui regardent. Et troisièmement, j'aime... comment vous dire, ça c'est mon côté petit garçon dans la cour de récréation. J'aime l'affrontement, j'aime gagner, comme au tennis, quoi, comme au foot. J'aime gagner, j'aime vaincre, j'aime combattre et dominer mon adversaire, comme au sport. Donc effectivement, je vais essayer de trouver l'argumentation la meilleure, le mot qui l'abattra ou le raisonnement qui le démentira.
Vous auriez à résumer les attaques les plus odieuses à votre égard sur le plan intellectuel. Au fond, c'est de dire que vous seriez raciste, que vous détesteriez l'islam. Qu'est-ce que c'est le fond de l'hostilité intellectuelle et politique à l'encontre d'Éric Zemmour? Je pourrais résumer en deux. Il y a la méthode, c'est il ne pense pas, il ne dit rien d'intéressant, il est nul, c'est un histrion, c'est un comique, etc. Ça, c'est le côté, on va le mépriser. Et puis, l'autre méthode, c'est, effectivement, on va le diaboliser, c'est il est raciste, il est homophobe, misogyne. J'ai le droit maintenant à tous les communiqués du MRAP, de la LICRA, etc. Je pense qu'ils sont mis sur ordinateur les termes, et ça ressort à chaque fois, c'est tranquille. Au moins, ils n'ont pas besoin de réfléchir. Vous êtes blessé par ça? Non. Ah non, je veux dire, vous n'êtes pas, à certains moments, obligé de vous questionner en vous demandant si vous n'avez pas pu donner ces impressions ou prêter le flanc à ces critiques. Je ne pense pas que mes adversaires soient de bonne foi. Vous les surestimez. Les gens sont de bonne foi. Les gens, ils disent « Oh, quand même, il exagère. » Vous voyez, ils sont honnêtes, ils viennent vous le dire. Ils vous disent « Ah ouais, vous avez raison, mais enfin, quand même, pourquoi vous exagérez ?» Eux, ils sont de bonne foi. Mais ceux qui viennent m'attaquer à la télévision ne sont pas de bonne foi. Enfin, ils ne croient pas à ce qu'ils disent. Ils veulent simplement abattre un adversaire idéologique et politique. Parce que c'est ce que j'ai appris depuis 30 ans. Nous avons une nomenclatura qui est devenue la nomenclatura, qui était au départ les opposants. C'est pour ça que je vous parlais de longue durée tout à l'heure, des années 60, etc. On a connu, vous et moi, cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on a vu des gens, une génération des années 60, abattre le pouvoir gaulliste, en criant CRSSS, puis prendre le pouvoir. Je vous dis ça parce que je prépare un livre sur une histoire des 40 dernières années, et vous verrez, je démontre exactement ça. On voit bien l'évolution. Donc aujourd'hui, ces gens-là ont le pouvoir. Et comment ils ont pris le pouvoir? En gagnant la bataille des idées, en gagnant la bataille des mots. Vous savez, la bataille culturelle chère à Gramsci. Donc aujourd'hui, ils ont le pouvoir, ils le défendent. Ils le défendent mordicus, avec tous les moyens. Et ils ne reculent devant rien, ni les insultes, ni les menaces, ni le macartisme professionnel, puisque régulièrement ils demandent ma tête à tous mes patrons, je ne l'ai pas inventé. Donc vous voyez, c'est ça. Comme je suis un adversaire pour eux, parce que, et ça, encore une fois, c'est pas du tout de la fausse naïveté, j'ai appris en marchant. J'ai appris que la télévision était l'arme que je vous disais tout à l'heure, et 2, j'ai appris qu'on n'avait pas le droit à la télévision, et encore moins dans une émission grand public, de déconstruire le discours dominant. Comme eux-mêmes avaient déconstruit, vous vous souvenez de ce terme, le discours patriotique, gaulliste des années 60. Donc ce qu'ils ont fait, on n'a pas le droit de leur faire. Vous voyez? Donc là, on voit bien, donc c'est pour ça que ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas. Ils font la guerre depuis 40 ans. Ils ont abattu le général de Gaulle et ils continuent, vous voyez, à abattre tous les petits héritiers que nous sommes. Donc c'est tout, voilà. Si vous aviez à dire tout de même la raison fondamentale de l'absurdité de ces accusations à votre égard, vous diriez quoi exactement? Qu'est-ce qui vous sépare, je dirais, des pensées odieuses qu'on vous impute? Est-ce que c'est chez vous un refus de globaliser, ce qui peut apparaître parfois précisément comme une forme de racisme? On dit que tout le monde est malfaisant. Ah oui, vous, ça n'est pas du tout le cas. Et au fond, qu'est-ce qui permet de dire que fondamentalement, vous récusez le procès qu'on vous fait? Mais, cher Pierre Budger, je vais vous dire, il faut bien comprendre qu'il y a mal donne au départ. C'est-à-dire que depuis, je reprends mon raisonnement, vous allez comprendre, depuis 30 ou 40 ans, il y a eu une entreprise magnifique, je veux dire par là, au vol, de dénaturation des mots. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le monde d'Orwell. Vous vous souvenez, la liberté, c'est l'esclavage, la guerre, c'est la paix. Vous vous souvenez de tout ça? Eh bien, nous avons vécu la même chose. Il y a des gens, depuis les années 60-70, qui ont pris tous les mots,
le racisme, la patrie, la République, la nation, qui les ont retournés. Qui les ont retournés magnifiquement. C'est-à-dire que l'antiracisme, par exemple, c'est le comble de la racialisation des phénomènes. Moi, je dis toujours ça. Quand j'étais jeune, j'aimais l'équipe de France de foot. Il y avait Marius Trésor, qui était un joueur absolument sublime, mais je vais vous faire rire, on ne savait même pas qu'il était noir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais oui, on n'y pensait même pas. On n'y pensait même pas. On l'insultait quand il ratait une balle et on l'embrassait quand il a mis sa reprise de volée contre l'Allemagne en 1982. On s'en foutait qu'il était noir. Qui nous a appris qu'ils étaient noirs? Qui nous a expliqué que l'équipe de France gagnait la Coupe du Monde en 90 parce qu'il y avait 3 noirs de plus? Qui nous a dit que parce que Zidane était arabe, en fait il était kabyle, c'est pour ça qu'il était un grand joueur? Mais qui nous a expliqué ça? Il ne faut pas renverser les rôles. C'est les antiracistes, vous comprenez, pour leur propagande. C'est eux qui ont racialisé le discours. Et maintenant, quand on leur dit, ben oui, il y a tant de musulmans dans les prisons françaises, il y a tant de ceci, il y a tant de cela, ça pose des problèmes, les gens ne veulent plus vivre ensemble, ils nous disent, ah mais vous ethnicisez le débat. Vous savez, Chirac avait une expression que j'adorais, c'était « je tombe de l'armoire ». Je tombe de l'armoire. On se fout de notre gueule. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, ils viennent dire « vous êtes raciste », mais ce sont eux qui ont mis le racialisme et la question raciale, voilà, dans le débat politique, vous comprenez? Quand ils vous disent il faut la discrimination positive parce qu'il n'y a pas assez d'enfants de l'immigration à Sciences Po, dans les grandes écoles, mais est-ce qu'on se posait la question, nous? Est-ce que moi, quand je suis arrivé à Sciences Po, mais j'étais le petit chose. J'avais grandi en banlieue, dans le 18e arrondissement. Mon grand-père parlait beaucoup mieux arabe que français. Est-ce que je leur ai dit, moi, je veux une discrimination positive? On se fout de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je leur ai dit, moi, j'ai étudié dans ma cuisine? Ils nous disent maintenant, ils pleurent en disant, ils étudient dans leur cuisine. Mais j'ai fait la même chose. Est-ce qu'on venait pleurer en disant, ah, mais c'est parce qu'on vient de la sud de la Méditerranée? Vous comprenez ce que je veux dire? Non. On disait, on est français, on apprend l'histoire de France, on admirait Richelieu, Napoléon, Victor Hugo, Voltaire. Pourtant, nos ancêtres n'étaient pas gaulois. On savait bien qu'ils n'étaient pas gaulois. Enfin, on n'était pas débiles. Bon. Mais on se les appropriait. Vous comprenez ce que je veux dire? On se les appropriait. On ne posait pas la question. Après, on vient me dire, c'est vous qui ethnicisez, qui racialisez. Donc, si vous voulez, pourquoi je vous raconte tout ça? Vous comprenez pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire que je ne me sens pas visé. Je ne me sens pas visé. Alors vous pourrez me dire que je suis trop affirmatif, assuré, mais je vous le dis, les yeux dans les yeux, je ne me sens nullement visé. Les racistes, c'est eux. C'est eux qui m'accusent de racisme. Et tout est comme ça. L'islam, on pourrait discuter des heures, très intéressant. Moi, vous savez, mes ancêtres, ils ont vécu pendant 1000 ans avec l'islam. Je peux en parler. J'en ai parlé des heures avec mon père, avec mon grand-père, qui me racontait comment ça se passait sous la France, avant la France. Moi, je sais ce que c'est que la vie dans un monde musulman. Pas tous les gens qui m'accusent. Je sais ce que c'est que l'islam, sa grandeur, mais aussi sa fureur, ses duretés, son système inégalitaire, son côté conquérant. Je connais tout ça. Et aussi la sublimité de l'accueil, de l'hospitalité, la noblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il faut regarder les choses en face. Ils savent rien. Ils n'ont même pas lu le Coran. Ils parlent d'islam, religion de paix, mais c'est n'importe quoi. Les vrais musulmans, ceux qui connaissent le savent, ont lu. Il y a plusieurs Corans. Il y a le Coran de Médine, le Coran de la Mecque. Il y a un Coran pacifique, il y a un Coran violent, conquérant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout ça. Mais enfin, il faut en discuter clairement. Il y a le fait que le Coran ne connaît pas la distinction entre le privé et le public, entre l'État et l'Église, parce qu'il n'y a pas d'Église, tout bêtement. C'est simple, ça, au moins. Qu'il ne connaît pas non plus le principe même de la nation, parce que c'est l'Oumma, c'est la communauté des croyants mondiale. C'est un mondialisme, en vérité, l'islam. Ça devrait plaire à beaucoup de mes contempteurs. C'est un mondialisme, après tout, qui a sa grandeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tout ça, on n'a pas le droit. Alors, dès qu'on dit ça, c'est islamophobie, c'est raciste. Moi, je refuse comment vous dire, ce refus de penser. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure qu'on avait cherché à éliminer symboliquement un adversaire idéologique et politique en votre personne. Et qui se servait des mêmes armes, qui a découvert qu'il se servait des mêmes armes
que... Vous voyez que... Absolument. Est-ce que vous vous situez quelque part politiquement, Éric Zemmour, et notamment, est-ce que vous vous sentez une familiarité avec le Front National ou d'autres partis qui adopteraient au moins partiellement votre vision des choses et de l'histoire, ou est-ce que vous êtes à la fois passionné par la chose publique et en même temps totalement indépendant par rapport aux structures d'aujourd'hui? Ah non, c'est évident que je suis totalement indépendant par rapport aux structures partisanes. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, oui, je me reconnais dans une tradition politique très lointaine qui est, je dirais, le gaulo-bonapartisme. Voilà. Vous voyez, cette famille politique, c'est très simple, elle a une histoire glorieuse pour moi, de Bonaparte au général de Gaulle jusqu'à Philippe Séguin et Jean-Pierre Chevènement. Ça, c'est pour la longue durée. Maintenant, si vous voulez, pour resserrer un peu le débat politique, je me sens, si vous voulez, proche. Alors vraiment, ma famille politique, c'est le non à Maastricht. Mais le non à Maastricht, qui c'était? C'était Philippe Séguin, Philippe de Villiers, Charles Pasqua, Jean-Pierre Chevènement et Jean-Marie Le Pen. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est tout ça. Parce qu'en fait, eux tous, ils avaient une vraie critique cohérente et globale du monde qui arrivait. C'est-à-dire du monde de l'Europe, de la mondialisation, vous voyez, de la fin des nations, de la fin des États, de la fin des frontières, à eux tous. Vous me suivez? Bon. Seulement le problème, et c'est pour ça que ça n'a jamais débouché sur une alternative politique, et c'est pour ça que depuis, on n'a que du centre-droit et du centre-gauche qui font en vérité la même politique. Comme disait Philippe Séguin, la droite et la gauche sont des détaillants qui s'alimentent au même grossiste, l'Europe. Bon. Pourquoi on a ça? C'est parce que les 5 que je viens de citer, d'abord, il n'y en a jamais eu un qui s'est imposé à tous, comme le général de Gaulle, comme Bonaparte, vous comprenez quoi. Et surtout, ils ont toujours refusé, ils ont toujours ostracisé Le Pen. Or, Le Pen avait, depuis le début, et plus encore aujourd'hui, les électeurs populaires. C'est comme si Mitterrand avait refusé de faire alliance avec le Parti communiste. Vous comprenez? C'est le même problème. Et à partir du moment, là, c'est de la politique, tactique politique. À partir du moment où Le Pen gardait son magot électoral, et pourquoi il le gardait, son magot électoral? Ça aussi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. C'est que les 4 autres refusaient, surtout d'ailleurs les meilleurs, Séguin et Chevènement, refusaient de parler d'immigration, refusaient de voir la cohérence du discours anti-mondialisation. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? C'est la fin des frontières. Pourquoi? Pour les marchandises, pour les capitaux, alors là tout le monde est d'accord, mais aussi pour les hommes. C'est aussi le bouleversement par l'immigration, avec une explosion démographique, avec une humanité à 6 milliards, 7 milliards, vous comprenez? C'est aussi ça. Et j'ai compris que l'électorat populaire qui votait Le Pen, à qui on lui disait la mondialisation c'est mal, l'Europe voilà le danger, la fin des frontières c'est pas bien, il disait moi je suis d'accord, mais pourquoi tu parles pas d'immigration? Pourquoi tu dis pas que moi, mon environnement a été saccagé par une immigration excessive et qui ne voulait plus s'assimiler? Pourquoi tu dis pas ça, disait-il à Séguin, à Chevènement, etc. Si tu dis ça, eh ben moi je t'écoute pour le reste. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Et ils n'ont jamais fait ça. Et donc Le Pen a gardé son magot, entre guillemets, mais lui, vous avez compris qu'il avait le problème inverse. Pour des tas de raisons, historiques, personnelles, lui, il ne pouvait pas sortir de son ghetto dans lequel on l'avait enfermé et dans lequel il s'était finalement pompu. Vous voyez, donc, cette problématique politique, si vous voulez, moi, je la dépasse, c'est-à-dire que je l'assume complètement. Donc, j'assume les 5. Vous vous inscrivez dans cet arc voilà, politique. Exactement. Par ailleurs, au fond, sur le plan intellectuel, pour la vision de la vie, la vision de la France, est-ce que vous diriez conservateur, réactionnaire, anarchiste de droite, esprit libre Alors, je vais vous répondre. Je pense qu'aujourd'hui, les conservateurs... Décliniste, nostalgique, peut-être, il y a... Nostalgique sans conteste. Oui. Sans conteste, à la fois doublement nostalgique. Nostalgique du bonheur de vivre en France dans les années 60 et nostalgique de la grandeur de la France que j'ai analysée dans Mélancolie française et qui est morte pour moi à Waterloo en 1815. Donc vous voyez, une double nostalgie qui est lourde et qui me... Ça me touche. C'est pas les insultes dont vous me parliez tout à l'heure dont je me moque.
Mais ça me hante et ça assombrit mon existence. Ça paraît ridicule, mais c'est comme ça. Maintenant, réactionnaire, oui. Conservateur, non, puisque conserver, vous avez bien compris, conserver, c'est le monde d'aujourd'hui. Les conservateurs, c'est les prétendus modernes. C'est ceux qui estiment qu'il faut le changement tout le temps et tout. Non, c'est les vrais conservateurs. Bon, donc moi je suis réactionnaire si vous voulez, parce que je veux revenir à un monde d'avant, que j'estime meilleur. Et que je sais bien, je ne suis pas complètement idiot, je connais les leçons de l'histoire, je sais bien qu'après la Révolution, on ne reviendra jamais à l'Ancien Régime. Et que même quand Louis XVIII revient, ce n'est plus le règne de Louis XVI. Hein, je sais tout ça, je sais qu'on ne revient jamais en arrière. Mais je pense que, si vous voulez, c'est comme la Renaissance. La Renaissance, elle a fallu qu'elle plonge ses racines dans l'Antiquité pour donner tous ses fruits. Pareil pour la Révolution française. C'est parce qu'on est revenu à l'idéal romain, contre une certaine décadence de la fin de la monarchie capétienne, qu'on a restauré quelque chose. Pareil, si vous voulez, pour le général de Gaulle, la grandeur de la France, il ne sortait pas de juin 40. Donc je pense qu'il faut se replonger dans un passé pour balayer les miasmes de décadence, de déclin. Moi j'appelle ça décadence, j'appelle pas ça le déclin, pour essayer de ressusciter de nouveau la France. Si vous aviez en quelques mots, Éric Zemmour, à résumer le contraste entre le quinquennat de Nicolas Sarkozy et le début du quinquennat de François Hollande, vous le diriez comment? Alors, sur le fond, il n'y a pas grande différence. Même sur des choses qui apparaissent intéressantes, comme la politique étrangère. Vous remarquerez que Sarkozy et Hollande sont, alors pour le coup, les derniers néoconservateurs. Des atlantistes, des otaniens. C'est très intéressant à voir sur tous les sujets. Vous avez remarqué, Libye, Mali, Syrie, Iran, il y a une continuité extraordinaire entre Sarkozy et Hollande. Pareil évidemment sur la politique économique, puisque c'est l'Europe qui détermine, puisque Hollande, malgré ses rodomontades, n'a évidemment pas renégocié le traité budgétaire, vous vous souvenez? Donc tout ça, c'était cousu de fil blanc, je l'annonçais déjà pendant la campagne. Donc c'est exactement la même chose. Maintenant, dans la forme, il y a une différence fondamentale. Si vous voulez, tout le problème de ces présidents d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont plus présidents, au sens de la Ve République. On n'est plus en Ve République. L'Europe a vidé ça. Donc, comme Mitterrand l'avait prédit, vous vous souvenez, il disait « je serai le dernier président ». C'est juste. Il a été le dernier grand président, le dernier vrai président. Aujourd'hui, ce sont des premiers ministres. Et là, face à cette décapitation, il y a plusieurs méthodes. La méthode Sarkozy, c'était « je suis le super Premier ministre ». Vous voyez, on me voit partout, tout le temps, je me mêle de tout. Premier ministre. Ce que faisait Pompidou jadis, quand il était Premier ministre, ce que faisait Raymond Barre, vous voyez, c'était ça Sarkozy. Il se mêlait de tout, c'est lui qui convoquait les partenaires sociaux, vous vous souvenez? Voilà. C'est la fonction qui lui a manqué, peut-être. Mais vous savez, c'était le mot très drôle de Borloo, qui disait c'est le seul type que je connaisse qui s'est fait élire président de la République pour devenir Premier ministre. C'est un mot très drôle et très juste, parce que Chirac a toujours refusé de le nommer Premier ministre, il en était très amer. Bon. Ça, c'est la méthode Sarkozy, qui a fini par exaspérer. Et puis il y a la méthode Hollande. Hollande, qui est intelligent, a compris ça, ce que je vous dis. Donc il s'est dit, moi je vais essayer de revenir au président d'avant, c'est-à-dire celui qui ne se met pas toujours en avant, qui... Vous voyez, bon. Mais comme il n'y a plus de substance à cette présidence-là, puisque l'Europe, puisque le quinquennat, puisque tout ça, il se retrouve dans le vide. Et là, c'est tragique. Donc, il ne sait plus quoi faire. Il fait du Sarko, il vient, il intervient, mais ce n'est pas organisé pour ça. Vous avez bien compris, il n'a pas le tempérament, et puis il n'a pas l'équipe de communicants qui était bien meilleure à l'époque de Sarko, technique, quoi, je parle de technique. Donc c'est n'importe quoi. Leonarda, et encore, vous avez vu sur les chiffres de chômage, enfin, il se ridiculise, c'est tragique. Mais parce qu'il est entre deux rôles. Et dernière chose, comme il n'a pas la majorité pour la politique imposée par l'Europe, contrairement à Sarkozy, vous me suivez? Il n'a pas la majorité à l'Assemblée. Donc, il est obligé de dissimuler. Ça tombe bien, c'est le roi de la dissimulation. Il a fait ça pendant 10 ans au PS. Sauf que là, il est président. Et le président, qu'est-ce que c'est dans le fantasme français, puisqu'on n'y est plus?
c'est, vous savez, toujours les lieux communs journalistiques, celui qui monte le cap, etc., etc. Mais il ne peut pas le dire, puisque s'il montrait le cap, il n'a plus de majorité. C'est sans fin, cette histoire. Vous avez, tout à l'heure, je parlais du reproche d'être trop assuré qu'on vous fait parfois, et en même temps, j'aimerais terminer presque là-dessus. Vous avez une célébrité forte et justifiée sur le plan intellectuel. Vous êtes peut-être le journaliste français le plus connu à cause de vos multiples interventions, parce que vous clivez, mais on aime ça. Est-ce que parfois, très normalement, vous êtes empli là par une sorte de presque de vanité légitime, ou pas du tout? Ah, vous avez tout à fait raison, c'est le grand danger. C'est vraiment, alors là, vous avez touché le point essentiel, c'est le danger. Il faut toujours faire attention à ça, parce que vous savez, je relisais cet été Bel Ami de Maupassant, c'est un de mes livres fétiches, et un chef-d'œuvre, absolument. Et à un moment, il parle, donc vous voyez, c'était avant la télévision, et il parle de la vanité de l'écrivain, et déjà, il dit qu'il faut s'en méfier, etc. Ben, la télévision vous voyez, a multiplié par 100, par 1000 cette vanité, parce qu'on vous voit, parce qu'on vous reconnaît, parce qu'il y a un côté cannibalisme hein, des gens. Les gens vous avalent. Bon. Donc vous avez tout à fait raison, c'est le vrai danger. En fait, le vrai danger, c'est pas ce que vous expliquiez avant, les insultes, les ceci, les cela. Vous avez raison, c'est la vanité. Il faut vraiment s'en méfier, mais c'est vieux comme le monde. Hein. Bien sûr. Écrire, dialoguer, convaincre, continuer à vous impliquer dans les débats, offrir des visions neuves. Vous voyez votre avenir comment, Éric Zemmour? Sur le même registre? Oui, a priori oui. Pour l'instant, comment vous dire? Je pense que c'est l'histoire qui tranche, c'est les événements qui tranchent. Là, dans la situation donnée aujourd'hui, effectivement, je ne vois pas mon avenir autrement. C'est ce que je voulais, vous voyez, participer à la vie intellectuelle, politique, et c'est ça que j'aimais en France. C'est pour ça que je me sentais tellement français, parce que j'aimais ça, c'est très français ça. Dans les autres pays, c'est beaucoup moins développé. Hein, le côté intellectuel, écrivain intellectuel, le mythe Voltaire, Zola, tout ce qui nous faisait rêver quand on avait 14 ans. Bon. Donc, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas ce que l'histoire va donner. Je pense qu'on va redécouvrir, mais vous vous souvenez, je l'écrivais dans Mélancolie française, je pense qu'on va redécouvrir que l'histoire est tragique. Et que je suis très inquiet. Et alors là, je ne sais pas ce que je ferais. Vous voyez, on ne sait pas. Diriez-vous, et c'est malheureusement presque la fin de notre entretien, que si Éric Zemmour n'existait pas dans l'espace politique, intellectuel, médiatique, il faudrait l'inventer? Ah, vous êtes gentil, vous êtes flatteur. Il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire. Mais vous-même, qu'en pensez-vous? C'est une bonne question. Est-ce que votre apport est nécessaire? Moi, je le pense. Oui. J'espère. Maintenant, je pense que si j'avais pas été là, il y aurait eu un autre. Parce que, comment vous dire, je pense que la réalité finit par imposer quelque chose et quelqu'un. Alors mais après, il n'aurait pas eu votre... Ah, ben ça n'aurait pas été moi, ça aurait été un autre. Mais je pense que la réalité impose quelque chose. C'est l'histoire impose. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu, je sais pas moi, mais ça aurait été un autre style. Mais il y aurait eu, pas forcément, parce que les gens attendent. C'est ça que j'ai compris avec ma célébrité, entre guillemets, nouvelle. C'est que les gens attendaient quelque chose, d'un discours comme ça. Je vous remercie, Éric Zemmour, d'avoir répondu si librement à toutes les questions que je vous ai posées. Et je me permets de faire une petite référence intime. J'ai été très touché par le fait qu'à plusieurs reprises, vous m'avez prénommé Pierre alors que mon prénom est Philippe. Et j'ai pensé avec nostalgie et affection à mon frère. C'est fou ce que vous dites parce que je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé Pierre. Et je pense effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. J'espère que je ne vous ai pas vexé. Non, pas du tout. Je l'ai vécu comme une émotion et j'allais dire presque un honneur compte tenu de ce qu'il a fait. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, excusez-moi.